L'Europe, sous l'hégémonie américaine depuis le début? Toute classe qui aspire à la domination doit conquérir d'abord le pouvoir politique pour représenter à son tour son intérêt propre comme étant l'intérêt général. Karl Marx. Le maréchal Pétain. Le 10 juillet 1940, le Parlement français fut associé à l'opération même qui le liquida avec la République. Par 569 voix contre 80, la loi constitutionnelle voulue par Laval donnant les pleins pouvoirs constituants à Pétain fut adoptée. Parmi les parlementaires ayant voté pour, on y retrouve un certain Robert Schuman, comme le rappelle l'article Robert Schuman et l'idée européenne de la Fondation Robert Schuman. Dès le lendemain, le 11 juillet 1940, les actes constitutionnels numéros 1, 2 et 3 abrogèrent l'essentiel de la Constitution de 1875. Le mensonge est plus aisé que la vérité, cependant, il suffit d'une vérité pour faire écrouler une pyramide de mensonges. Pierce Brown. Robert Schuman. En 1950, Robert Schuman annonce la création d'une alliance pour créer l'Europe. C'est pourquoi, poursuit M. Schuman, le gouvernement français propose de porter immédiatement l'action sur un point limité mais décisif. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Il propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune dans une organisation ouverte quant à la participation des autres pays. La mise en commun de la production de charbon et d'acier assurera immédiatement de bases communes de développement économique, première étape de la fédération européenne. Les gouvernements allemands, italiens, belges, néerlandais et luxembourgeois répondent aussitôt à l'appel du gouvernement français. 2 mois après, ils se réunissent à Paris pour élaborer un projet de traité. Et 10 mois plus tard, au Quai d'Orsay, les 6 puissances signent le traité. La ville de Luxembourg fut choisie par les participants comme siège des institutions nouvelles. Le 10 août 1952, la haute autorité entre en fonction. Il s'agit, pour Jean Monnet, de recréer ce bassin naturel de ressources minières, alors important à cette époque. La haute autorité composée de 9 membres, dont les présidents ont été successivement Jean Monnet et René Meyer. L'Assemblée commune, réunie à Strasbourg, contrôle l'action de la haute autorité. Au nom des parlements qui les ont élus, elle est censée garantir le caractère démocratique de la communauté. Elle peut, par son vote, renverser la haute autorité. La Cour de justice était censée également assurer la défense contre les abus de pouvoir. Dès l'entrée en fonction de la haute autorité, les États-Unis et la Grande-Bretagne envoyaient auprès d'elle des représentants diplomatiques. Mais voilà, un article publié par le Daily Telegraph, écrit par Ambrose Evan Pritchard le 19 septembre 2000, journal réputé pour ses sources sûres, laisse entrevoir que Robert Schuman était au service des États-Unis d'Amérique. Et en voici la traduction. Eurofédéraliste, financé par des chefs d'espionnage des États-Unis. Des documents déclassifiés du gouvernement américain montrent que la communauté du renseignement des États-Unis fit campagne pendant les années 50 et 60 pour inciter à la création d'une Europe unifiée. Elle finança et dirigea le mouvement fédéraliste européen. Les documents confirment de vieux soupçons d'après lesquels l'Amérique travaillait avec acharnement en coulisses à ce que la Grande-Bretagne devint un État européen. Une campagne de promotion d'un vrai Parlement européen fut ordonnée dans un mémorandum signé le 26 juillet 1950 par le général William Donovan, le chef du Bureau américain des services stratégiques de temps de guerre, l'OSS, l'ancêtre de la CIA. Ces documents,
qui inclut des dossiers mis à disposition par les archives nationales américaines, furent dénichés par Joshua Paul, chercheur à l'université Georgetown de Washington. Le Comité américain pour une Europe unie, ACUE, l'outil le plus important de Washington pour cette entreprise, fut créé en 1948 pour écrire l'ordre du jour européen. Son premier président fut Donovan, qui se présentait à l'époque comme un avocat de droit privé. Le vice-président était Allen Dulles, qui fut aussi le directeur de la CIA pendant les années 50. Émergèrent au comité de direction Walter Bedell Smith, le premier directeur de la CIA, et quantité d'anciens de l'OSS et de hauts fonctionnaires qui allaient et venaient entre le comité de la CIA. Gentlemen, we are met together now for the ceremony of signature of the Statute of the Council of Europe. Les documents montrent que l'ACUE finança le mouvement européen qui était l'organisation fédéraliste la plus importante des années d'après-guerre. En 1958, il a assuré 53,5% du financement du mouvement. L'European Youth Campaign, une branche du mouvement européen, était entièrement financée et contrôlée par Washington. Son directeur belge, le baron Bull, aurait reçu des versements mensuels sur un compte spécial. Lorsqu'à la tête du mouvement européen, Joseph Retinger, d'origine polonaise, essaya de recueillir des fonds en Europe et de diminuer le contrôle américain, il fut rapidement réprimandé. Les leaders du mouvement européen, Retinger, Robert Schuman le visionnaire et Paul-Henri Spaak, l'ancien chef du gouvernement belge, étaient tous traités comme des exécutants par leurs mécènes américains. Le rôle joué par les États-Unis avait tout d'une opération secrète. Les fondations Ford et Rockefeller, ainsi que des milieux d'affaires proches du gouvernement des États-Unis, finançaient l'ACUE. À la fin des années 50, Paul Hoffman, ancien officier de l'OSS, fut à la fois président de la fondation Ford et chef de l'ACUE. Le département d'État y jouait aussi un rôle. Un mémo de la section européenne daté du 11 juin 1965 conseilla au vice-président de la Communauté économique européenne, Robert Marjolin, d'aller vers l'union monétaire discrètement. On lui recommanda d'empêcher tout débat à ce sujet jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions serait devenue pratiquement inéluctable. Mais regardons ensemble de plus près quelques-uns de ses protagonistes. Allen Dulles. Fils d'un pasteur presbytérien, Allen Dulles est né à Washington, dans l'État de New York. En 1926, il obtient un diplôme de droit de l'université George Washington et trouve un emploi dans la société Sullivan et Cromwell LLP, cabinet d'avocats international basé à New York, dans lequel travaille déjà son frère Foster. Dans ce cadre, il fera notamment de la finance à Wall Street, entre autres pour la Standard Oil, dont il représente les intérêts en Europe. À ce titre, il sera impliqué dans des liens financiers avec l'Allemagne durant l'entre-deux-guerres. Sa carrière au sein de l'administration américaine fut émaillée de conflits d'intérêts personnels et familiaux plus ou moins importants, dus à sa participation et à celle de son frère, John Foster, aux opérations de grands groupes industriels internationaux. Son démarrage dans les services secrets. Dulles est recruté par William Joseph Donovan au poste de chef des opérations à New York pour le compte du COI, nom de l'ancien organisme de renseignement américain. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
Dulles est chef de station de l'OSS, ancêtre de la CIA, à Berne, en Suisse, et de là, il fournit à son gouvernement des informations concernant l'Allemagne nazie. Au niveau européen, certains auteurs, comme Christophe Deloire et Christophe Dubois, considèrent que Dulles a entretenu des relations directes avec des protagonistes de la construction européenne comme Jean Monnet et Robert Schuman. Théâtre du Moyen-Orient. Iran. Certaines actions d'Allen Dulles sont controversées. Sous couvert de protéger les intérêts américains politiques, il renverse des gouvernements démocratiquement élus dont Washington pense qu'ils s'allieront peu ou prou au bloc soviétique URSS. La CIA paraît ainsi servir davantage les intérêts financiers des grands groupes que la démocratie et la liberté. Ainsi, sur ordre du président Dwight Eisenhower, à travers des opérations secrètes, il fait emprisonner le premier ministre élu d'Iran, Mohammad Mossadegh, considéré comme trop proche de l'influence de Moscou afin de préserver les intérêts des compagnies pétrolières. Il s'agissait de revenir sur la nationalisation du pétrole iranien et l'éviction de l'Anglo-Persian Oil Company, décidée en mars 1951. Théâtre de l'Amérique du Sud. Guatemala. De 1953 à 1954, l'opération PB Success, conjointement menée par l'United Fruit Company, société qui faisait plus de 215 millions de dollars et qui avait donné l'ordre à l'armée de tirer sur les ouvriers qui manifestaient, faisant plus de 1200 morts. Cette compagnie, qui possédait alors près de 70% des terres guatémaltaises, Allen Dulles en était le principal actionnaire. La CIA avait alors permis de renverser Jacobo Arbenz Guzman, fervent défenseur des ouvriers guatémaltèques et président du Guatemala démocratiquement élu. Il s'agissait d'empêcher l'entrée en vigueur d'une taxe sur les bananes exportées par United Fruit Company. Il est alors remplacé par la dictature du colonel Carlos Castillo le 18 juin 1955. Le coût de cette opération fut évalué à 20 millions de dollars pour les contribuables américains. En somme, non seulement il a volé près de 20 millions de dollars aux citoyens américains, mais en plus de cela, il s'est assis sur tout un peuple pour y placer un dictateur au Guatemala. Théâtre de l'Afrique. Congo. En tant que directeur de la CIA, il est aussi impliqué dans un projet d'assassinat de Patrice Lumumba en 1961, qui était le premier ministre élu démocratiquement du Congo, Léopoldville. L'objectif que nous poursuivons, c'est la libération du Congo du régime colonialiste. C'est l'émancipation totale du pays. Le 5 octobre 1960, l'agent Sidney Gottlieb fut envoyé avec une cargaison de poisons biologiques tels que la tularemie et la brucellose. Le nœud cubain. Dans les années 1960, le nœud de crispation se trouve être Cuba, avec l'instauration du régime de Fidel Castro. Celui-ci
a pris le pouvoir en 1959 face au dictateur Fulgencio Batista, soutenu par Washington malgré l'impopularité grandissante de son régime dictatorial, au nom de la défense des intérêts géostratégiques américains. Cette alternance du pouvoir avait reçu l'aval, dans un premier temps, des États-Unis. Néanmoins, des crispations puis des tensions se révéleront au fur et à mesure que le leader cubain mène une politique économique défavorable aux intérêts américains, notamment la réforme agraire impactant les grandes entreprises agricoles et la nationalisation des raffineries de pétrole, et se rapproche dangereusement, pour les élites des États-Unis, de la sphère d'influence de l'URSS. La préparation de l'invasion. C'est dans ce contexte que la CIA reçoit l'ordre le 17 mars 1960 de la part du président Dwight Eisenhower, dont le vice-président était Richard Nixon, de mettre en œuvre toutes les tentatives de déstabilisation du régime castriste et d'assassinat de ses leaders, notamment avec l'entraînement des exilés anticastristes réfugiés aux États-Unis dans des camps situés au Guatemala. En août, la CIA contacta la mafia américaine, appelée Cosa Nostra, à Chicago pour tenter d'élaborer un projet d'assassinat simultané de Fidel Castro, Raúl Castro et Che Guevara. Now barely 30, he controls policemen, judges, and mayors, and he openly runs a vast network of bootlegging, gambling, protection, and vice. En échange, si l'opération réussissait et qu'un gouvernement pro-américain était restauré à Cuba, les États-Unis s'engageaient à ce que la mafia y récupère le monopole des jeux, de la prostitution et de la drogue. Anecdote. L'écrivain soviétique Ilya Ehrenburg, polémiste mordant, mais non dépourvu de talent, décrocha dans la Pravda, presse soviétique, cette pique à l'attention du directeur de la CIA. Allen Dulles est l'homme le plus dangereux du monde. Si par quelques bévues il parvenait au paradis, il commencerait par plastiquer les nuages, piéger les étoiles avec des mines et massacrer les anges. Paul Gray Hoffman. En 1947, Henry Ford charge un comité d'experts d'élaborer un programme destiné à élargir les activités de sa fondation non seulement à l'ensemble des États-Unis, mais aussi à l'étranger. En 1950, il fera alors appel à Paul Gray Hoffman, où celui-ci deviendra le président de la Fondation Ford en 1951. Mais encore une fois, une tache d'ombre vient coller à ce portrait idyllique. En effet, Henry Ford, qui avait reçu le 30 juillet 1938 la Grand Croix de l'Aigle allemand, la plus haute distinction nazie donnée à un étranger. Lorsque les GI américains ont envahi l'Europe en juin 1944, ce fut une désagréable surprise de découvrir que l'ennemi conduisait également des camions fabriqués par Ford et Opel, une filiale détenue à 100% par General Motors, et pilotait des avions de guerre construits par Opel. Lorsque l'armée américaine a libéré les usines Ford de Cologne et de Berlin, elle a trouvé des travailleurs étrangers démunis, enfermés derrière des barbelés et des documents de l'entreprise vantant le génie du Führer. En avril 1939, l'Allemand Ford fit un cadeau personnel à Hitler de 35 000 Reichsmarks en l'honneur de son 50e anniversaire, selon un document nazi capturé.
le porte-parole de General Motors, Mueller, a refusé de répondre aux questions du Washington Post sur l'affirmation de Snell selon laquelle Opel aurait utilisé des prisonniers français et belges dans son usine à Rüsselsheim au cours de l'été 1940. Même si l'américain Ford condamne aujourd'hui ce qui s'est passé dans son usine de Cologne pendant la guerre, l'entreprise a continué à employer les dirigeants de l'époque. Alors, lorsque l'injustice devient loi, la résistance ne devient-elle pas un devoir? L'appétit de pouvoir que manifeste la classe régnante d'un État contrecarre une limitation de ses droits de souveraineté. Cet appétit politique de puissance, comment se fait-il que cette minorité-là puisse asservir à ses appétits la grande masse du peuple? Sigmund Freud.